Pour clôturer un peu notre aventure pour 2050, on va s'intéresser à la famille et à la psychologie de l'homme dans le futur. Mais avant de commencer, et comme à mon habitude, je voudrais vous introduire Antoine Lanuzel de Oui Demain, et rédacteur en chef de ce très beau magazine que je m'emploie à chaque fois à vous présenter. Non, c'est un très beau magazine. Bien sûr, certains des meilleurs articles sur 2050 sont disponibles sur l'intranet aussi. Donc même si vous n'avez pas le magazine ou vous n'avez pas accès au magazine là tout de suite, vous pouvez le retrouver sur l'intranet. Et donc je laisse la parole à Antoine. Oui, très rapidement, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent commencer à en avoir marre de cette petite présentation. Merci une nouvelle fois d'être nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, on a organisé cette dernière conférence de façon à redescendre un petit peu sur Terre par rapport à toutes les thématiques, le transhumanisme, l'homme augmenté, les objets connectés, etc. Tout ce qui allait impacter immanquablement nos vies. Mais là, l'idée, c'était de se demander, donc pour cette dernière séance, donc avec Irène Théry, qui est chercheuse et qui s'intéresse aux relations à l'intérieur de la famille, aux relations humaines, et ensuite avec Miguel Benassayag pour le feu d'artifice final sur le sens que peut avoir toute cette évolution technologique par rapport à ce qu'est une vie humaine finalement et à l'essence de l'homme. Donc voilà, on revient un petit peu sur Terre, aux relations d'interdépendance entre les gens. J'espère que tout ça va une nouvelle fois nourrir les jeunes réalisateurs qui sont présents, vous aussi, et voilà, un grand merci. Le numéro de Oui Demain, donc le dernier, est sorti le 3 septembre et le prochain sort le 26 novembre. Avec évidemment la COP21 et la conférence climat comme événement majeur. Voilà, merci à tous. Bon, là maintenant je voudrais qu'on accueille Irène Théry. Et donc Irène est directrice de recherche au CNRS, sociologue. C'est l'une des sociologues les plus en pointe sur l'évolution de la famille et le rôle de la famille dans nos sociétés aujourd'hui, bien sûr, avec les problèmes de homoparentalité, monoparentalité, biparentalité, enfin il y a toutes sortes de parentalités qui évoluent, et qui va nous parler un peu de ce que le monde de demain nous proposera en termes de le nucléus familial, la relation entre les enfants, les parents, quel type de parents, et comment la technologie peut peut-être changer tout ça. Irène, à toi. Merci beaucoup. Alors, j'ai tout à fait conscience que l'exercice auquel je vais me prêter est impossible. D'ailleurs, on le sait par expérience, dans les années 60, on avait demandé à tout un ensemble d'experts de dessiner la famille de l'an 2000. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est assez logique. Ils ont pris les grandes tendances et puis ils ont poursuivi les courbes. Alors, ce que ça a donné, c'est la famille de l'an 2000. Donc, les gens se marieront en masse. Les femmes seront au foyer. On divorcera très peu et on aura beaucoup d'enfants. Voilà à peu près ce que ça donnait de poursuivre les courbes qui étaient effectivement celles de la famille des années 50 si on ne prenait pas garde à quelque chose qui était le caractère exceptionnel de la période 45-65. Alors c'est facile de le dire aujourd'hui, mais disons dans l'histoire beaucoup plus longue de la famille, cette période a été plutôt une exception que, disons, l'image de la famille traditionnelle. Un mouvement beaucoup plus ancien s'était déjà amorcé, et on le sait, ça va se traduire par les changements autour de mai 68, mais c'est une expression d'un changement qu'on voit partout et qui concerne en fait les rapports entre les sexes d'abord. Donc la première chose que je veux dire, c'est que pour penser à faire cet exercice impossible, il faut déjà avoir une idée assez simple de où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc pourquoi est-ce qu'ils se sont tous trompés dans les années 50? Parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il allait y avoir assez rapidement ensuite une véritable métamorphose de la famille. Alors cette métamorphose de la famille, elle se produit à partir du milieu des années 60, elle se traduit dans les mœurs autour des questions de la jeunesse dans les années 68-70, elle se poursuit encore aujourd'hui. C'est quoi cette mutation? Alors, il existe, donc tout le monde le voit bien, on se marie moins, on divorce plus, on remet en cause les normes du permis et de l'interdit sexuel, etc. Sur ce changement, il y a deux explications qui s'affrontent depuis des décennies. La plus courante, que nous avons encore entendue au moment du mariage pour tous, en particulier dans la voix de ceux qui s'opposaient, c'est que tous ces changements seraient liés à une explosion d'individualisme.
Aujourd'hui, les gens ne penseraient plus qu'à eux, ils n'auraient plus le sens du devoir et donc ils ne se marieraient pas pour ne pas s'engager, ils divorceraient quand ils en auront le bol, ils feraient des enfants, ils ne s'en occuperaient pas, etc. Et donc, en gros, la crise de la famille, la fin de la famille. C'est une antienne qu'on entend depuis des décennies et qui s'oppose tout simplement à une réalité simple. La famille va très bien, c'est la valeur numéro 1 des jeunes et c'est une institution d'une extraordinaire vitalité. Qui a été capable de changer énormément sans jamais être affaibli. C'est ça qui nous frappe et qui nous intéresse. Alors, si ça n'est pas l'individualisme qui fait changer la famille, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce que je défends depuis longtemps, et maintenant je crois que c'est quelque chose qui n'est plus extraordinaire à dire, le moteur majeur, c'est l'égalité des sexes et l'égalité des sexualités suivant celle des sexes. L'égalité des sexes au sens tout simplement où il faut avoir en tête que, disons, depuis la Révolution française jusqu'aux années 60, nous vivions sur nos ancêtres vivaient sur un principe de complémentarité hiérarchique des sexes dans la famille. Ce n'était pas juste des inégalités entre les hommes et les femmes, le lien était fait de cette complémentarité hiérarchique. La femme devait obéissance à son mari, il y avait une puissance maritale et une puissance paternelle. La famille n'existait que dans le mariage. En dehors du mariage, il n'y avait pas de famille. Les enfants qui naissaient hors mariage étaient des bâtards, qui étaient des parias sociaux. Leurs mères étaient rejetées comme des filles-mères et du côté des filles perdues. Donc, être marié ou pas, ça faisait la famille ou la non-famille. Ça divisait les femmes en deux. Les honnêtes épouses et mères de famille, les filles perdues, les catins, les prostituées et les filles mères. La famille était censée durer toute la vie. Le mariage était indissoluble. Il est resté indissoluble pendant presque tout le 19e siècle. Voyez, donc on était sur un modèle dont il faut comprendre la cohérence. Ce qui change, eh bien, c'est que nous sommes la première... nous, je ne dis pas seulement nous. Nous sommes les premières sociétés dans l'histoire de l'humanité qui veulent vivre selon un principe d'égalité des sexes. Et ce que nous inventons depuis les années 70, et c'est encore pas terminé, c'est justement qu'est-ce que ça serait un monde d'égalité des sexes ? Qu'est-ce que ça transformerait à l'idée du couple, à l'idée de la filiation, à l'organisation familiale, à l'organisation du rapport entre privé et public, etc. Et cette invention, elle a été difficile à percevoir parce qu'on voit toujours ce qui se défait et on ne voit pas ce qui émerge. Donc, la facilité que nous avons aujourd'hui pour penser mieux les années 2050 que nous l'ont fait nos prédécesseurs, c'est qu'une bonne partie de la métamorphose centrale, je crois, dans l'histoire humaine, qui est cette idée qu'est-ce que serait une société d'égalité des sexes, cette métamorphose est entamée et donc il n'y a pas de raison de penser qu'on va revenir en arrière. Cependant, et ça fait partie de la discussion, cette métamorphose trouble énormément de références. À l'échelle française, ça se passe calmement, on va dire. Il y a quelques secteurs de la société qui sont très troublés, et ils l'ont montré, je l'ai dit, au moment du mariage pour tous, mais dans l'ensemble, c'est très paisible et pacifique. À l'échelle mondiale, il y a un énorme trouble, comme vous le voyez, par cette polarisation autour de la place des femmes, de la place de l'homosexualité, dans beaucoup des confrontations qui peuvent embraser la planète. Donc, ce moteur n'est pas un moteur simple. Il est à la fois évident. J'arrive pas, en tant que femme, à imaginer de revenir au temps de ma mère ou de ma grand-mère, mais en même temps, il trouble et il peut y avoir des backlash. Et ces backlash, moi, je ne suis pas capable, ces retours en arrière, finalement, de vous les annoncer. Même si des choses qui paraissaient impossibles quand j'étais jeune sont possibles aujourd'hui, comme par exemple une place importante de la religion, alors qu'on l'imaginait tout à fait en train de se marginaliser. Bon. Alors, cela étant, quelles sont pour 2050 les évolutions qu'on peut imaginer ou envisager ? Je vois 5 grandes tendances qui devraient se poursuivre. D'abord, une famille, c'est un nombre d'enfants. Nous avons des familles aujourd'hui de taille réduite, 1 voire 2 enfants par femme. Vous savez que la France se situe plutôt dans le haut, si on veut, de la moyenne, même tout à fait leader, on va dire, du point de vue de la fécondité. Donc, une fécondité assez basse, principalement par volonté. C'est l'effet du contrôle de la reproduction grâce à la pilule, etc. Une fécondité assez basse, mais en même temps,
de façon nouvelle, on peut imaginer que dans le futur, ça ne sera pas forcément un choix. C'est-à-dire que le problème qu'on commence à apercevoir, c'est qu'il y a aujourd'hui de véritables questions autour de la fertilité. Vous pouvez lire des chiffres, alors je ne les ai pas par cœur, mais par exemple, en quelques décennies, le sperme masculin s'est profondément transformé. Il y a beaucoup moins de spermatozoïdes en quantité relative. Et puis, surtout, les couples font des enfants beaucoup plus tard. Il y a un écart croissant entre la disponibilité physiologique des femmes à la reproduction, qui a un pic autour de 20 ans, si vous voulez, et puis la disponibilité sociale à faire des enfants, humaine, psychologique, dont vous parliez, qui est plutôt autour de 30 à 40. Alors cet écart, il est vraiment impressionnant, et ça n'est pas en disant aux filles « faites des enfants à 20 ans, faites des enfants à 20 ans » qu'on va répondre. Parce qu'il y a des raisons très fortes à ce que les femmes et les couples en général veuillent faire des enfants plus tard. Donc, une des grandes questions de l'avenir sera comment est-ce que, justement, on s'y prend face à cette croissance d'une stérilité un peu particulière et disons, qui est liée à ces changements de calendrier, entre autres, outre les problèmes liés à l'environnement, etc., qui peuvent atteindre aussi notre capacité de fécondité. Donc, une des questions de l'avenir, ça sera donc les nouvelles technologies de la reproduction, le fait de faire des enfants, disons, à 3, quelquefois à 4, en utilisant le sperme d'un donneur, l'ovocyte d'une donneuse, l'embryon d'un couple donneur et, dans certains cas, la capacité de gestation d'une femme. Donc là, c'est un immense sujet, je ne peux faire que le citer. Je pense que, par exemple, les débats actuels autour de l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes vont être très rapidement réglés, qu'on va forcément aller rapidement vers le fait de rendre possible pour les lesbiennes d'avoir accès aux procréations médicalement assistées. La gestation pour autrui, c'est un sujet beaucoup plus complexe. Ça concerne très peu de monde, mais c'est comme la peine de mort. Ça concerne peu de monde, mais c'est quand même un grand sujet. Donc c'est un très grand sujet. Ça va être rapidement pour les couples gays la seule façon de devenir père. Donc c'est un grand sujet. Il est devant nous. On pourra en parler. Je plaide pour ma part pour un débat serein et surtout, conscient de la complexité des réalités sur ce sujet. Puisque la caractéristique du débat français, si on peut parler de débat, c'est qu'on mélange les situations humaines les plus opposées. Il existe aux États-Unis, au Canada ou ailleurs des gestations pour autrui que l'on peut vraiment dire éthiques. J'en parle en connaissance de cause, j'ai été les rencontrer, j'ai parlé avec les gestatrices, etc., qui sont d'admirables aventures humaines. Et puis il y a aussi dans d'autres parties du monde une exploitation sans état d'âme par des mafias internationales de la pauvreté des femmes, etc. Donc, ces sujets, donc la fécondité, les nouvelles technologies de reproduction, comment avoir des enfants. Avant, c'était comment ne pas avoir les enfants qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, c'est comment avoir les enfants qu'on voudrait avoir, quel que soit finalement notre âge, notre sexe, notre orientation sexuelle. Deuxième sujet, deuxième grande tendance importante, la baisse de la nuptialité. Donc, c'est une affaire assez complexe, mais disons qu'en un mot, autrefois, tout le monde devait être marié pour faire une famille. Aujourd'hui, la révolution est en quelque sorte achevée. Tout le monde considère finalement que coexistent très bien dans la société des couples mariés, des couples en union libre, des couples pacsés, des couples de même sexe, des couples de sexe opposé, des couples unis, des couples séparés. Cette pluralité fait sens pour tout le monde. On comprend qu'elle vient en fait s'enraciner dans une certaine représentation du couple dont le cœur n'est plus faire des enfants, mais poursuivre une certaine conversation. Alors, conversation, c'est un mot intéressant parce qu'il a une dimension sexuelle. La conversation, c'est bien sûr se parler. Deux omnivores à la table d'un restaurant qui n'ont pas un mot à se dire pendant une soirée, voilà à peu près l'image la plus répulsive du couple. Ou bien dans un comment on appelle ça, dans un embouteillage sur l'autoroute. Et donc ça, c'est ce qu'on espère ne jamais devenir. En revanche, donc, la conversation, c'est pas simplement ça. A criminal conversation, c'est le mot anglais pour l'adultère. Donc c'est aussi la conversation, une certaine capacité à demeurer attentif justement à ce qui fait sens
et séduction dans le couple. Une séparation très complexe entre les enjeux amoureux, si on veut, et les enjeux familiaux ou parentaux. Donc ce pluralisme, il va continuer en matière de couple. Il ne pose pas énormément de problèmes, coexiste donc déjà et coexisteront une diversité de façons de vivre son couple avec ce qui pose davantage question, c'est la façon dont cette pluralité des couples se prolonge dans une certaine pluralité des liens parents-enfants. Alors, en fait, tous les problèmes de l'avenir sont là. J'ai remis au gouvernement en 2014 un rapport qui proposait de multiples réformes du droit de la filiation, des origines, de la parentalité. Ce rapport, il faut le savoir, n'a pas été reçu par la commanditaire, la ministre de la Famille, parce qu'elle n'approuvait pas certaines des recommandations de ce rapport, en particulier l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Mais c'est dire que nous avons, pour le moment, donc il est un peu en attente. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent que beaucoup de réformes pourraient être faites pour préparer l'avenir. Alors parmi ces réformes, il y en a une qui est simple, mais qui renvoie à des grandes questions, qui est la suivante. Autrefois, la filiation, ça coupait les enfants en deux. Les enfants légitimes, je vous l'ai dit, les enfants naturels ou bâtards. C'est-à-dire la filiation honorable et la filiation indigne. Ça n'existe plus. On n'a plus idée aujourd'hui de distinguer les enfants selon que leurs parents sont mariés ou pas mariés. D'ailleurs, plus de la moitié des enfants aujourd'hui naissent de parents non mariés. Donc, on a purement et simplement effacé quelque chose qui autrefois était absolument central dans la perception de l'honneur et de la honte. C'est important de s'en rendre compte. Parce qu'il y a des révolutions qui sont des révolutions visibles et puis il y a des révolutions silencieuses qui n'en sont pas moins profondes. Alors la question qui reste... et donc ce changement, ça a fait qu'on a profondément unifié la filiation. C'est pour ça que la famille va assez bien, parce que nous sommes tous d'accord, au fond, sur les grands... ce qu'on attend en gros d'un parent. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais en gros, disons, quels sont les droits et surtout les devoirs d'un parent. C'est quelque chose qui nous rassemble profondément. Et un point intéressant qu'on ne souligne pas assez, c'est que la relation aux enfants, c'est la seule relation dans un monde où on peut tout perdre, son boulot, son conjoint, sa maison. C'est la seule relation qui est censée durer toute la vie. Ça, c'est un point intéressant. C'est la seule relation sur laquelle nous avons reporté l'entièreté de nos besoins d'inconditionnalité, c'est-à-dire être aimé quoi qu'il arrive. Celui qui restera auprès de vous, si vous êtes moche, si vous êtes délinquant, si vous êtes criminel, ça doit être votre père, ça doit être votre mère. Donc une relation inconditionnelle, alors que tout le reste est électif, 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 et une relation qu'on ne pourra jamais supprimer, donc une relation éternelle, si on veut. Donc là, c'est assez intéressant parce que, évidemment, quelquefois, il y a un écart entre cet idéal et la réalité. Tous les hommes qui se séparent ou qui divorcent savent que, tout à coup, leur besoin, qui est partagé avec les femmes, de relations inconditionnelles à leurs enfants est mis en question. Ils ne savent pas s'ils verront toujours leurs enfants, dans quelles conditions ils les verront, etc. Ça m'amène donc à la troisième question, qui est donc un maintien d'un taux de divorcialité qui va rester assez élevé. On a à peu près la moitié aujourd'hui des mariages qui se terminent par des divorces. Bon, on a pris un rythme de croisière. C'est très difficile de voir vers où on va, mais on ne comprendrait pas qu'on revienne vraiment vers les familles stables du passé. Donc des divorces avec à la suite, ou des séparations à la suite, des familles recomposées, des familles monoparentales, il va y en avoir. Un point intéressant quand même pour l'avenir, c'est que quand on identifie un risque dans la société, quand on identifie un risque, on prépare des réponses à ce risque. Autrefois, le risque, c'était d'être attaché à votre mari ou à votre femme, comme les deux bœufs de labour au joug, le joug conjugal, on parlait comme ça, pour toute la vie, même si on ne s'aimait plus. Voilà. C'était ça le risque. C'était justement le mariage indissoluble. Aujourd'hui, la relation à vos enfants ou à vos parents est indissoluble, vous ne pourrez pas en changer, il faudra la continuer jusqu'au bout. En revanche, en matière de couple, finalement, durer, ne pas durer, c'est devenu une question intime. Et là, il y a un écart qui peut se creuser entre une aspiration qui n'a pas démérité, si on pourrait dire, à certains moments de la vie, dans certaines relations, de fonder un couple qui durerait toujours. Ça existe toujours.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres couples possibles. Notre société admet des couples pour le moment, pour le présent, on va dire. En particulier entre 18 et 30 ans, personne ne demande aux jeunes aujourd'hui de faire des couples pour la vie. C'est à un moment qu'on dit c'est celui-là, c'est celle-là, etc. Alors, ces couples pour la vie, est-ce que on va voir qu'ils vont mieux s'en sortir? On peut avoir, dès lors qu'ils ont identifié que le risque aujourd'hui, c'est pas de rester ensemble, c'est d'être abandonné. Je m'en vais. Pour prendre la formule de Jean Echenoz, on vous dit ça un jour au petit déjeuner, je m'en vais, la violence de l'abandon, etc. Alors, on a des indications qui semblent montrer qu'il y a des différences sociales par rapport à la compréhension de ce risque et que par exemple aux États-Unis, les plus riches, les plus dotés, alors à la différence des milieux justement de la télévision ou du showbiz, les plus riches en fait restent ensemble. C'est-à-dire qu'ils relativisent leurs problèmes de crise conjugale, on va dire, parce que par rapport au souhait de rester ensemble pour des tas de raisons sociales, personnelles, affectives, pour ne pas voir leur vie, en quelque sorte, partir en miettes. Donc là, il y aurait tout un débat à avoir. L'espérance de vie, quatrième point, l'espérance de vie va rester très élevée, même si elle peut stagner. Par exemple, aujourd'hui, on a un écart énorme entre l'espérance de vie des femmes et l'espérance de vie des hommes. Et j'étais hier à un débat de l'Institut national d'études démographiques où on nous disait que parmi les choses inquiétantes pour les femmes, c'est qu'elles restent un nombre beaucoup plus grand d'années à la fin de leur vie dans une situation de dépendance physique que les hommes. Donc, quand vous allez parler de la famille, il ne faut pas arrêter la famille aux jeunes enfants. La famille, ça dure toujours, toute la vie, disons. Et donc, un des grands changements, c'est qu'est-ce qu'on va faire du vieillissement. On a été capable de changer, on pourrait dire, ou d'entamer un changement pour tous les âges de la vie, sauf la vieillesse. Donc, pour le moment, la société n'a pas innové véritablement. Et donc, les gens comme moi, quand ils arrivent autour de la soixantaine, se disent bon, qu'est-ce qu'on va faire le jour où pourrait venir la question de vous mettre dans une maison, comme on dit, dans un institut spécial, etc. Donc là, il y a vraiment, je pense, beaucoup à faire pour l'imagination collective et peut-être pour la vôtre, pour essayer d'imaginer qu'est-ce que nos sociétés vont inventer pour faire face à ce vieillissement général. Et en particulier, ces questions de la dépendance qui mobilisent énormément les familles, mais dont on parle moins volontiers que de la famille plus jeune. Dernier point, cinquième point, l'internationalisation des familles. Je pense que par rapport à l'avenir, ça va s'accroître, c'est-à-dire que de plus en plus, on fait des familles, mais avec des gens de diverses origines. Et donc il y a la question évidemment très actuelle de la migration, des réfugiés, mais il y a les questions plus générales de l'internationalisation du monde. Vos enfants vont aller faire leurs études à l'autre bout du monde, travailler ici, là, etc. Qu'est-ce que ça fait pour la famille que cette internationalisation du familial ? Qu'est-ce que ça fait de rassembler dans ce même petit creuset, justement, des traditions différentes, des religions différentes, etc. Ça, je pense, ça va être un point important pour l'avenir. Donc, j'ai presque fait mon temps. Mais Irène, merci beaucoup. Mais on va prendre des questions, bien sûr, sur cette thématique qui nous concerne tous et toutes. Mais si j'entends quelque chose que je n'ai pas entendu d'ailleurs dans votre... si je dois sortir quelque chose de ce que vous avez dit, c'est la morale. C'est-à-dire que la morale était religieuse avant. C'est ce qui définissait ce qu'était un couple, ce qu'était un enfant légitime, et ainsi de suite. Est-ce que cette morale va évoluer ou est-ce que la technologie risque de faire changer cette morale? Est-ce que la nouvelle religion sera la technologie qui apportera quelque chose sur la morale qui transformera la famille ou les valeurs de la famille dans le futur? Alors, la famille, c'est un endroit où se croisent des liens hétérogènes. En gros, on dit les liens de couple, les liens de filiation, les liens de germanité, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas la même morale pour toutes ces relations. Et c'est ça qui est important. Du point de vue du couple, la morale aujourd'hui, elle est contractuelle. C'est justement, on ne restera pas ensemble quoi qu'il arrive. Donc chacun sait que le contrat privé, en quelque sorte, qu'on a noué, pourrait être remis en question. Et je pense que ça, c'est lié beaucoup, justement, à d'autres valeurs émergentes, en particulier le fait que les hommes reconnaissent les femmes comme de véritables interlocutrices. Quand les femmes n'étaient pas des interlocutrices de l'homme, on pouvait avoir des mariages indissolubles, parce que s'il y avait un conflit, il se dénouait par la primauté du mari, tout simplement. Et les femmes étaient silencieuses, ce n'était pas leur voix qu'on entendait.
aujourd'hui, d'ailleurs, tout ça a été très bien montré dès les années 30 par les comédies américaines des années 30, justement, qui ont mis en scène cette dynamique de l'égalité quand la femme se met à parler. Dieu sait qu'elle parle maintenant, d'ailleurs, vous voyez. Et qui montre que justement la morale du couple aujourd'hui, c'est d'être, comment dire, ce serait de savoir élaborer un certain art de la dispute. La morale du couple, c'est pas restons toute la vie telle qu'on a été. Il y aura des orages. C'est le compromis aussi. Voilà, la question, c'est quels sont les bons compromis, quels sont les compromis qui sont un renoncement, quels sont au contraire ceux qui vous font avancer. Je ne crois pas que les couples durables aujourd'hui sont des couples sans crise. Ça serait inquiétant pour eux. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font de cette crise. Quelquefois, la crise dit on n'est plus un couple, on va se séparer. Quelquefois, c'est une crise de croissance, on va dire, de laquelle on peut sortir avec la seule chose que le vieillissement, enfin pas la seule. Le vieillissement apporte des choses. Ça aussi, on présente toujours le vieillissement que comme un moins. Bon. Mais à un couple, ça peut apporter au moins une chose que Roméo et Juliette n'ont pas, qui est l'humour. L'humour du couple sur lui-même, ça se construit avec le temps. Savoir justement son personnage, c'est très particulier, etc. Voilà. Sur la filiation, la morale, c'est pas la même. Elle est justement opposée. Elle n'est pas contractuelle, c'est pas si tu veux, si tu me plais toujours, si on s'aime encore. Ça va être au contraire une morale du lien, comme j'ai dit, inconditionnel et indissoluble, avec un problème qui est que cette morale, quelquefois, sert de justification à un besoin des adultes envers leurs enfants qui peut les rendre, comment dire, un peu abusifs. Hein. J'ai tellement besoin de l'amour de mes enfants, oui, j'ai tellement besoin d'être aimé par eux, etc. Voilà, qu'il devient quelquefois difficile de s'émanciper de cet amour un peu étouffant. Il y a beaucoup des rapports entre les générations qui sont bien meilleurs qu'autrefois. Ça, c'est sûr. Et c'est un des progrès de notre société. Mais il y a aussi, quelquefois, une difficulté à ce que votre mère vous lâche un peu les baskets. C'est ce qu'on appelle les parents hélicoptères, quoi. Alors, on va prendre quelques questions. J'en ai une ici de Philippe. Oui, bonjour. Ce que vous semblez décrire, en fait, semble être propre à la société occidentale. Peut-être que c'était votre postulat de départ de décrire cette société, mais la société de 2050 sera tout autre, puisque quand on voit la natalité dans les pays du Sud, comme l'Inde, la Chine, et enfin tout ce qui est en dehors de la société occidentale, ça sera complètement différent, évidemment, de ce que vous pouvez décrire comme évolution actuelle. Si je suis assez clair, en fait, c'est que tous les critères que vous avez décrits en termes d'évolution sont tout autres dans les sociétés qui se développent beaucoup plus vite que la nôtre. Alors, en 10 minutes, déjà, la famille française, c'est impossible. Alors, la famille mondiale... bon, en tout cas, vous avez absolument raison, et c'est pour ça que j'ai terminé sur l'internationalisation des familles, ou que j'ai évoqué, même un peu rapidement, le trouble profond qui est créé par cette dynamique d'égalité des sexes, qui est vraiment la dynamique de fond. Et cette dynamique, elle existe en Chine, elle existe en Inde, elle existe en Afrique, elle existe partout. Simplement, dans l'Occident, elle s'adosse sur, justement, déjà 2 siècles, et même plus, de dynamique démocratique. Ça crée beaucoup plus de problèmes quand ça vient heurter directement des structures beaucoup plus traditionnelles. Et donc là, il y a effectivement des risques importants parce que d'anciennes protections qui étaient assurées par ces structures traditionnelles disparaissent sans qu'elles soient remplacées par de nouvelles protections. Donc c'est des moments très aigus et assez dangereux, on peut dire, de plein de façons. Par exemple, on parle en Inde de la violence sexuelle. C'est absolument impressionnant, les viols, etc. C'est comme si l'ancienne civilité sexuelle qui assurait justement que les femmes ne soient pas purement et simplement livrées à la violence, même s'il y avait beaucoup de violence, les anciens guidelines ont disparu sans être remplacés par une nouvelle civilité. Donc, effectivement, vous avez raison. Si on prend au niveau mondial, la même vague de fond, parce que je crois que c'est elle, va susciter des réponses et des problèmes assez différents.
Bon, par exemple, en Chine, aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir massivement fait une politique de l'enfant unique qui se traduit par, d'ailleurs pour des raisons différentes, en Inde, ça existe aussi, par une masse d'hommes et beaucoup trop peu de femmes, puisque, on le sait, quand on choisit d'avoir un enfant, eh bien, c'est un garçon qui a été choisi dans la majorité des cas. Donc là, eux, ils sont face à un problème. Et qu'on tue les filles en prénatal. C'est-à-dire qu'on fait... Voilà. Alors, c'est assez complexe d'en parler en 2 mots. En Inde, c'est lié à des traditions très différentes, parce que la famille doit à un garçon ce qu'elle doit à une fille en matière de mariage, c'est très différent. Et c'est très lourd d'avoir une fille, parce qu'il va falloir la doter, etc. En Chine, c'est l'histoire de l'enfant unique. En tout cas, il est très difficile de faire des prédictions. Je vous donne un exemple. L'explosion démographique. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en très peu de temps, des habitudes démographiques peuvent changer. Par exemple, les immigrés venus du Maghreb chez nous, en une génération, ont changé leur comportement démographique. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'il y a des pays où il y a une très forte fécondité qu'elle durera. Ça va dépendre de l'éducation des femmes, de l'accès à la contraception, mais dans l'ensemble, la tendance justement à réduire le nombre d'enfants est générale. Ce que je crains plus, c'est des crispations identitaires. Parce que la mondialisation, ça n'est pas l'uniformisation. Il y a une certaine uniformisation. On le voit bien quand on circule en avion d'un côté à l'autre de la planète, on retrouve même les mêmes magasins partout. Il y a une sorte d'uniformisation par la consommation, on peut dire. Et il y a en même temps, en parallèle, et ça va ensemble, il faut arriver à des crispations identitaires, justement, sur nous, et après, nous telle communauté, etc. Et c'est là qu'il y a, justement, c'est dans cette tension que va se jouer l'avenir, sans que je puisse vous dire à l'avance comment. On voit déjà des guerres démographiques en Israël, par exemple. C'est-à-dire le besoin d'avoir plus de population que d'autres par rapport à des territoires et des choses comme ça, c'est un des exemples. Oui, alors c'est un exemple particulier, oui. Une autre question ? Oui. Aujourd'hui, on a le modèle de la famille recomposée. Je voulais savoir si vous aviez envisagé le modèle de, je ne sais pas comment on appellerait ça, la multifamille, c'est-à-dire plusieurs familles qui vivraient ensemble pour répondre, par exemple, à une réalité qui est d'élever ses enfants seuls. Parce qu'on le voit déjà des familles qui essayent de vivre ensemble en cohabitation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu peut-être dans une tendance future ? Alors, les multifamilles, elles peuvent se constituer... C'est un terme assez intéressant. Je vais le retenir. C'est moi qui avais inventé le terme de famille recomposée en 1986, si je m'abuse bien. Et donc, si je me rappelle bien, multifamille, oui. Alors, je ne pense pas que se développe sérieusement les sortes de communautés comme ça a pu exister dans les années 70 où on dépassait le couple, la jalousie c'était de côté, etc. Bon, je ne crois pas que ces naïvetés vont continuer. En revanche... En fait, c'était que chaque famille reste dans un modèle classique du couple ou pas, mais qu'elles vivent en communauté pour répondre à une réalité de foyer. C'est vraiment une question très intéressante. Je trouve un point que j'ai remarqué, c'est que la famille et l'amitié devraient être pensés un peu dans leurs relations. L'amitié, on en parle peu, mais c'est quand même un rapport humain qui est extrêmement important. C'est quoi une vie dans laquelle on n'aurait pas d'amis ? Autrefois, le lien familial et le lien d'amitié avaient quelquefois du mal à cohabiter. Je remarque une invention des jeunes générations, c'est l'attachement à ce que chacun des membres du couple, homo ou hétéro, conserve ses amis. Ça n'existait même pas dans ma génération qu'on sorte sans son conjoint ou sa conjointe. Dès lors qu'on était en couple, le couple, c'était une sorte de bête spéciale qui se promenait toujours ensemble. Là, on est quelquefois ensemble et on est quelquefois séparés, et l'amitié joue un rôle. Et donc, dans ce cadre-là, que des familles, justement, cultivant le sens de l'amitié, il n'y a pas que la famille dans la vie, en gros, cherchent à s'épauler ou à avoir des projets communs, sans tomber dans la mythologie de la grande communauté, je pense que c'est effectivement un scénario tout à fait possible. Et les inventions extraordinaires qui se font depuis une quinzaine d'années autour de la colocation, etc., qui ont beaucoup troublé les gens plus âgés au début, peuvent se poursuivre par des formes nouvelles de ce genre. Un tout autre aspect de la plurifamille, c'est par exemple le fait qu'on cherche
à rassembler les morceaux épars de sa famille. L'exemple sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est les enfants adoptés. Autrefois, les enfants adoptés, ils étaient censés, pour vraiment s'intégrer dans la famille adoptive, oublier la famille de naissance. Le mouvement important aujourd'hui, c'est cette revendication justement d'accès à leurs origines. Les parents adoptifs qui accompagnent leurs enfants quand ils ont été adoptés à l'étranger dans le pays d'origine. J'ai moi-même eu des étudiants qui, par exemple, avaient au moment de leur jury de thèse, où c'est le moment où on invite les familles, il y avait par exemple la famille coréenne d'origine à côté de la famille pleine et entière, si on peut dire la famille de l'adoption, qui est la famille adoptive. Et ça, c'est des choses assez intéressantes où ce qui était autrefois des exclusives, c'est l'un ou c'est l'autre. Les nouvelles générations veulent au contraire les additionner. Ou bien les enfants nés de procréation médicalement assistée qui disent « je suis né d'un donneur de sperme, par exemple, et j'ai un père. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas dans ma vie un donneur et un père? Pourquoi il faut choisir entre les deux, etc. » D'ailleurs, ça donne lieu à beaucoup de films qu'on a diffusés sur Canal, qui sont assez drôles et assez cocasses. Irène, merci beaucoup. Le défi était quasiment impossible, vous l'aviez dit, mais je trouve que vous en êtes très bien, très bien débrouillé. Donc merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ça.